De retour sur ce plateau, merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de Regard croisé. Crise entre le Bénin et le Niger. Une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou ce mercredi pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. Objectif, décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Pour rappel, deux anciens chefs d'État du Bénin, Nicéphore Soglo et Yahi Boni, en tout cas avaient effectué une première visite à Niamey où ils ont été reçus par le général Tchiani. C'est en tout cas le chemin de retour, on va dire, vers Cotonou pour rencontrer le dirigeant béninois. Les relations entre les deux pays se sont exacerbées depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, cette rencontre à Cotonou, est-ce que ce sont les signes d'une résolution en définitive, si je peux le dire ainsi, des tensions entre entre Cotonou et Niamey? Ma question que je vous adresse à vous vient de nous. C'est important de saluer cette bonne volonté qui se manifeste enfin dans les deux camps, que ce soit du côté du Bénin comme du côté du Niger. Parce qu'il y avait une volonté d'un côté avant et puis il n'y avait pas une volonté de l'autre côté. Mais cette fois-ci, avec la mission effectuée par les deux anciens présidents béninois au Niger, il y a un début de dénouement de cette crise. Vous savez, quand on est ancien président, on garde certaines expériences et on a les mots pour convaincre. C'est le président Nelson Mandela qui disait à feu Laurent Désiré Kabila: je suis ancien président, je suis président, ancien prisonnier, je suis un acteur politique, je peux te donner des conseils, je peux même te prédire ce qui va arriver si tu ne m'écoutes pas. Malheureusement, il n'a pas écouté et tout le monde sait ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila. Alors, les anciens présidents Nicéphore Soglo et puis Yahi Boni ont joué leur rôle, il faut les féliciter. Et M. Tchiani, ou le général Tchiani, a mis aussi de l'eau dans son vin. Même s'il y a quand même un blocus autour des informations qui filtrent de ces différentes rencontres, on peut quand même comprendre que c'est déjà un bon point. D'autant plus qu'en venant au Bénin, la délégation nigérienne est venue avec toutes les composantes qu'il faut pour mettre fin à la crise. Des agents du service de renseignement du Niger, des agents ou responsables de la police, de la gendarmerie, de la douane, mais aussi le directeur de cabinet du général Tchiani. Et donc, c'est quand même tout ce qu'il faut pour s'entendre et mettre fin à cette crise définitivement. Il faut dire que du côté du Bénin, ce n'est pas qu'on n'a pas le choix, mais on comprend que c'est important de mettre de l'eau dans son vin. Comme on a l'habitude de le dire en Afrique, nous sommes des pays frères et amis. Et on peut à un moment ne pas s'entendre sur certains sujets, mais il faut vite essayer de se réconcilier. Alors, entre les sanctions exigées par la CEDEAO et puis la nécessité de s'entendre, le Bénin devra revoir un peu sa copie pour dire, mais écoutez, le président Talon a déjà commencé. Nous avons pris des sanctions, mais quelles sont les retombées de ces sanctions et quelles sont les répercussions et les impacts de ces sanctions sur le peuple, parce que ce n'est pas le peuple nigérien qui a fait le coup d'État, mais c'est des responsables militaires qui ont fait le coup d'État. Donc aujourd'hui, on peut souhaiter que ça se termine bien. En principe, dans cette journée de jeudi, les choses devraient évoluer et on devrait assister très prochainement à des preuves palpables de la fin de cette crise entre le Bénin et le Niger. Robert, écoutez, en tout cas, je vous passe la parole. Est-ce que là, justement, après Niamey, c'est Cotonou qui reçoit une délégation? C'est quand même une réunion avec le président béninois, Patrice Talon, qui aurait duré un peu moins de 2 heures. Et est-ce que on va vers, en tout cas, l'enterrement de l'âge de guerre? Notre prière est qu'à la fin de cette concertation, la fumée blanche de paix alors puisse sortir de ces rencontres. Je tiens d'abord à saluer
l'esprit d'homme d'État du général Tiani, son humilité, et puis son attachement au peuple nigérien, au peuple béninois. Je pense que c'est ça qui a pesé dans sa décision d'envoyer enfin une mission vers le Bénin. Bien que voilà, il se sent, il avait toutes les raisons pour ne pas le faire, mais s'il l'a fait, c'est ce que moi j'appelle un panafricanisme bon teint. Voilà. Donc je tiens à le saluer. Je tiens aussi à saluer le président Patrice Talon, qui depuis un bon moment a une humilité, s'est mis dans une posture d'humilité pour traiter de ce problème très épineux. Je salue également l'expérience, le poids de l'expérience des deux anciens chefs d'État, le docteur Thomas Boni-Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo, qui alors, armés de leur expérience, ont pu alors demander à ce que le président Tiani puisse alors tenir compte des deux peuples qui étaient frères depuis la nuit des temps, qui sont toujours et qui vont rester frères après le président Talon et après le président Tiani. Et donc je salue tous ces grands hommes qui œuvrent pour la paix, et je voudrais encourager le gouvernement de Patrice Talon de tout mettre en œuvre pour répondre favorablement aux exigences ou à toutes les demandes, surtout celles qui garantissent la paix et la sécurité du peuple frère nigérien, et de tout faire pour que cette affaire de base-là puisse être éclaircie, voire amener alors ces personnalités venues du Niger sur les bases avancées du Bénin dont il est question, pour que voilà eux-mêmes ils voient de visu. Vous estimez qu'il reste encore des réponses sur cette question? Mais oui, mais maintenant qu'ils sont arrivés avec voilà, d'autant plus que la délégation nigérienne comporte des experts en sécurité et en défense, pourquoi ne pas finir en même temps avec ce problème en les confiant peut-être aux dirigeants de l'armée béninoise, pour que voilà on puisse les amener dans ces différents camps avancés pour que eux-mêmes ils voient de visu. Maintenant, pourquoi même ne pas avoir peut-être une coopération où ces bases peuvent être co-gérées avec les militaires nigériens, puisque c'est aussi à la frontière. Sur le territoire béninois, c'est impossible quand même. Non, on peut. Écoutez, moi c'est une proposition. Ils peuvent aussi avoir des bases mixtes. Ne serait-ce que pour repousser le même ennemi. Je ne veux plus voir les Français. Mais si c'est la question si c'est ça qui peut rassurer les Nigériens, pourquoi faire ça en deux temps? Pour finir avec ça, des bases mixtes. D'ailleurs, dans la coopération militaire des pays, ils ont même souhaité ça, des bases mixtes. Et c'est fini. Et là, personne ne viendra dire il y a un avion qui s'est atterri ici et tout et tout. Maintenant, le Bénin doit choisir. Moi, le Bénin a déjà donné le temps, puisque quand vous allez, la fois dernière, quand ils ont décliné les armées qui doivent défiler, la fois prochaine, le 1er août, date anniversaire de leur indépendance, ils ont dit il y aura l'armée nigérienne et l'armée belge. Alors, s'ils veulent montrer les Belges qui sont en coopération avec eux, pourquoi ne pas amener les autres sur les bases avancées, et que voilà, il y a une coopération mixte militaire sur ces bases-là, pour finir totalement avec les ondits et tout et tout. Là, ce serait franc jeu, clair, c'est fini. Pasteur Edo, votre avis sur... Oui, non, mais vous savez, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Mais je voudrais d'abord saluer le travail titanesque effectué par les deux dirigeants, les deux anciens présidents béninois, qui ont pris le bâton de pèlerinage. Et c'est ça, je crois, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le fruit de leur mission. C'est très important d'avoir les anciens chefs d'État. Donc, que ça serve de leçon. C'est une chance, hein? C'est une chance d'avoir les chefs d'État. Que ça serve de leçon à ceux-là qui veulent rester sans qu'il n'y ait pas derrière eux des anciens dirigeants. Et donc, du coup, on salue la situation, la décrispation actuelle. On tend vers la décrispation. Oui, parce on tend vers d'avoir les conclusions. On tend vers le dégel. On tend vers le dégel. On tend vers le dégel. Et ce serait pour le bonheur des deux peuples, les peuples béninois
les peuples béninois et nigériens qui sont des frères, qui vivent ensemble. Vous savez, souvent, quand on dit de deux pays qui sont en conflit, ce n'est pas les peuples. Hein. Les peuples ne sont jamais en conflit parce que il y a encore la fraternité, la solidarité. Eux, ils se parlent, ils se mangent, ils mangent ensemble. Ils sont ensemble. Qui ne comprend même pas le problème entre les dirigeants. Et souvent, c'est entre les dirigeants. C'est entre les dirigeants de ces pays. Et je pense quand même que la situation, ça a trop duré. Ça a trop duré. Et s'il y a aujourd'hui ce qu'il faut faire pour créer la confiance, il faut créer la confiance aujourd'hui entre les deux pays. Et Robert a touché un point important. Le souci, c'est que le Niger continue d'accuser le Bénin d'avoir une base française qui viendra délier. Bon, donc, aujourd'hui, il faut que, au niveau du Bénin, qu'on prouve la bonne foi, qu'on démontre la bonne foi, on dit, voilà ce que nous avons, voilà, c'est ça que nous avons ici comme base. C'est ça son rôle. Oh, c'est vrai que les Nigériens... les Nigériens aussi vont monter leur base russe. L'armée, écoutez, la base russe ne va rien faire au Bénin. Mais on sait que les Russes ne sont pas mal intentionnés, ne sont pas si mal intentionnés que les Français. Ça, c'est ça. Je crois que tu connais déjà cette différence-là. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qui est, c'est que c'est nous qui nous faisons du mal en tant que peuples africains. Si on continue comme ça, tout ce qu'on fait là, ça ne fait rien au peuple français ni au peuple occidentaux. Mais c'est nous. Et surtout qu'il y a des richesses quand même que les deux pays peuvent se partager. Le pétrole, qui peut... les conséquences directes. Les conséquences directes, c'est que depuis, il n'y a plus d'exploitation, il n'y a rien. Tout est fermé, alors que ça devait générer... Il y a aussi les frontières qui étaient restées fermées avec les populations. Il y a bientôt, madame, je crois, il y a un an de cela. C'est 25 juillet aujourd'hui. Demain serait 26, donc ça veut dire... Il y a l'autre qui a ouvert. Il y a un mois. Et vous connaissez les raisons de la fermeture. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut aller vers le dégel, il faut aller vers la déstabilisation et faire de tel que les peuples béninois et nigériens retrouvent leur fraternité, leur solidarité et leur vie d'ensemble d'antan. Je crois que c'est de ça il s'agit. Et je crois fondamentalement qu'on tend vers là. Et il faut que chacun apporte du sel à ce que cette situation finalement puisse décrisper et que les relations reprennent entre ces deux pays qui sont appelés, qui sont condamnés, pas appelés, qui sont condamnés à vivre ensemble pour le bonheur de leurs peuples respectifs. À Cotonou, la mission nigérienne a été bel et bien reçue par le président Patrice Talon. C'est déjà un bon signe. Un bon signe. Néanmoins, comme je le disais, on n'a pas encore le contenu, en tout cas la conclusion de cette réunion. Mais Vivien, on devrait quand même pouvoir, en tout cas s'attendre à de décisions majeures, notamment avec la reprise de l'exploitation, l'ouverture des frontières. Et aussi l'ouverture des frontières. Vous savez, il y a une délégation qui était partie au Niger que le général Tiani avait refusé de recevoir. Et donc, si aujourd'hui, c'est le général Tiani qui a commencé, il a reçu les deux anciens présidents. Et ça, c'est de droit d'ailleurs, parce que c'est difficile de... Le général n'avait pas reçu. Le courrier a été transmis au président. Il faut être clair. Non, le général Tiani a rencontré les anciens chefs d'État béninois. La mission qui avait précédé, la mission béninoise qui avait précédé. Au Niger. Et donc, le président Talon a reçu, moi je n'aime pas qu'on dise une rencontre de moins de 2 heures. C'est une rencontre de plus d'1h30 minutes. Parce que quand le chef de l'État te reçoit pendant plus de 30 minutes, ça veut dire que le sujet le tient vraiment à cœur. C'est très sérieux. Ensuite, toute cette composition de la délégation, une composition, excusez-moi. Justement, vous pensez que des deux côtés, il y a eu équilibre. De haut niveau, il faut une composition de haut niveau, il faut le dire. Bon, composition, je dirais titanesque, parce que on n'avait pas besoin des agents des services de renseignement, des responsables de la police, des responsables de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur, le directeur des cabinets. Qu'est-ce qui peut... Ton problème est où dans ça? La question sécuritaire était sur la table. C'est tout le pouvoir de Niamey qui se, entre guillemets, qui se déplace, mais c'est pour la bonne cause. Et aujourd'hui, quand même la presse a été un peu éloignée des discussions, on sait qu'il y aura un communiqué de la part du gouvernement béninois et de la part du gouvernement du Niger. Mais ce qui gâte un peu les discussions, c'est un peu les activités des zélés, les diffusions et publications des activistes qui racontent le ciel et la terre alors que c'est pas fondé.
le Bénin était le premier à dire nous sommes ouverts. Si le Niger veut venir inspecter même nos territoires pour voir les bases dont ils parlent, on peut leur donner cette autorisation. Mais ce qui n'est pas un acquis, puisque chaque pays est souverain. Je n'ai pas besoin de te prouver par A plus B que je n'ai pas une base turque chez moi. Je peux abriter une base turque, une base russe, une base de la Slovaquie. Tu n'es pas mon patron. Le Niger n'est pas le patron du Bénin. Non, là, c'est pas ce qu'on dit. C'est parce pays que est libre. mais c'est parce que Patrice Talon a voulu montrer sa bonne foi, que l'un de ses ministres avait déjà déclaré, si vous voulez, vous pouvez venir voir. Et donc aujourd'hui, diplomatiquement ou politiquement, ça ne se fait pas, on ne va pas nous dire nécessairement si la délégation est partie voir ou pas, mais il y a eu cette sortie de l'armée du Bénin qui a expliqué qu'il y a des bases dont on parle, mais qui sont là depuis plusieurs années, avant même que cette période, comment on dit ça, des coups d'État ne commence. Et donc, je crois que qui veut tuer son chien l'accuse de rage, mais quand on est sage, on va au-delà des accusations et on pose des actes concrets. C'est en cela qu'il faut saluer le discours de Talon, mais aussi la bonne volonté manifeste et manifestée du président Tiani. Vivement que les deux gouvernements communiquent sur les attentes et surtout que les travaux reprennent. J'ai vu un responsable chargé des pipelines qui était également dans la délégation. Donc que les travaux d'exploitation du pétrole reprennent très vite pour le bonheur des peuples. Parce que si vous êtes un dirigeant, vous n'êtes pas là pour votre société privée, vous êtes là pour le bien-être et le bonheur de la population et vous devez y penser. Entre le Bénin et le Niger, il n'y avait eu aucun problème avant. Nous sommes tous des peuples très très liés. Nous avons des ethnies qui sont de part et d'autre de la frontière. Nous parlons les mêmes langues. Nous avons même des mêmes cultes, des mêmes adorations, des mêmes cultures. Et donc, de grâce, que les dirigeants fassent un effort pour ne pas créer des antécédents parce que eux, ils sont de passage. Le fauteuil présidentiel n'est qu'une transition, ce n'est pas à vie. Et même si vous voulez garder cela, il y a Dieu et la mort qui vont décider. Donc, de grâce, gardons les bonnes relations entre les deux peuples. Après Niamey, la rencontre a eu lieu. Au lendemain, justement, de cette réunion avec le président béninois, quelle, en tout cas, annonce majeure doit-on s'attendre pour vraiment s'assurer que on va vraiment vers la sortie de crise? Je pense que le président béninois a déjà consenti des sacrifices. D'abord, quand on voit politiquement la relation entre Boni Yayi, président d'honneur des démocrates, Dieudonné Soglo qui ne va pas du dos de la cuillère pour critiquer la gouvernance du président Talon, et qu'ils acceptent ces deux anciens présidents qui sont à couteau tiré avec lui sur le plan politique interne. Voilà, qu'il aille parler au président Tiani. De leur retour, il les a reçus. C'est en leur présence, il a encore reçu alors la délégation nigérienne. Ça voudrait dire que d'emblée, les deux anciens chefs d'État alors peuvent servir de modérateurs ou je ne sais pas, de facilitateurs. Ça déjà, c'est un bon pas. C'est un bon, c'est-à-dire que c'est déjà bon. Maintenant, que le président Talon ait le courage pour surtout dissiper cette affaire de base militaire français. Je pense que il a eu le temps de prendre toutes ces dispositions parce que quand on calcule un peu, je pense que ça fait pratiquement un mois le retour des deux anciens chefs d'État du Niger. Donc il aurait pris son temps pour réorganiser alors tout ce qu'il faut faire, et donc je pense qu'il faudrait amener alors les responsables de sécurité nigériennes pour voir enfin ces bases alors avancer pour que voilà, ils ont une quiétude. Maintenant, qu'on pense peut-être à
à former, que l'armée béninoise se mette dans une posture de former peut-être ensemble avec l'armée nigérienne des bases avancées tout au long de leurs frontières pour que, voilà. Sous coupole de la CEDEAO alors? Non, quelle CEDEAO? Non. Des deux pays même. Avec quel contrat? Laissez cette histoire de CEDEAO. Laissez cette histoire. C'est la CEDEAO qui a. Écoutez-moi. Ici de deux pays. Oui, c'est la CEDEAO qui a amené ce discours entre le Niger et le Bénin. Mais dans la résolution de la crise, la CEDEAO n'a même pas fait. C'est comme ça ne préoccupe plus la CEDEAO. La CEDEAO n'existe plus. Sur les choix, non, écoutez. Non. La fois dernière, à leur réunion, ils ont dit, ils soutiennent, que la CEDEAO soutient les actions des anciens chefs d'État. Oui. Sans pour autant, est-ce que c'est eux qui ont pris l'initiative? Pas du tout. Donc moi j'ai dit que le Bénin même s'entende avec le Niger sur des bases claires et nettes, pouvant enlever les suspicions du côté du Niger, puisque c'est deux pays frères qui sont condamnés, comme l'a dit le pasteur, à vivre ensemble pour que voilà, des deux côtés il y a la confiance et que voilà, les deux peuples puissent alors vaquer librement à leur occupation et que voilà, l'amitié entre le Niger et le Bénin soit alors d'actualité pour de bon. Voilà. Et pour le bien. Maintenant, pour nous autres qui sommes africains, nous devons encourager alors cette initiative-là. On n'a pas besoin de chercher à mettre encore de l'huile sur le feu dans cette histoire, parce que plus nous sommes unis en Afrique, plus nous pouvons faire les grandes choses. Parce que nous prenons aujourd'hui la ZELCA. Alors, quand il n'y a pas de commerce entre le Bénin et le Niger, quelque part, la ZELCA n'existe plus. Or, la libre circulation des biens des personnes, comment on peut le faire? Même si aujourd'hui, le Niger, le Burkina et le Mali sont dans l'AES, la libre circulation des personnes et des biens doivent être garanties. C'est aussi ça la réalité. Donc, le Bénin et le Niger sont condamnés à vivre ensemble, quitte aux deux chefs d'État de prendre toutes les initiatives pour que la paix revienne et que voilà, les deux peuples se sentent. Vous savez, quand les Nigériens retournent, quand ils veulent aller dans leur pays, quand on les amène à Lomé, on va les déverser à Kandi. Comment ils peuvent rentrer chez eux par le fleuve Niger? C'est dangereux. Or, que voilà, le bus peut continuer jusque là. Vivement que cette histoire-là finisse pour que voilà, on puisse retrouver la concorde entre les deux pays. C'est très important. Pasteur Edo, vous voulez rebondir? Non, moi je crois que aujourd'hui, il est clair que ce passé mauvais doit être un souvenir derrière, et que les deux pays se mettent ensemble. C'est vrai quand même que la situation aujourd'hui, l'AES et la CEDEAO est là, que nous pouvons à tout moment en parler, mais je crois que les peuples ont trop souffert. Il y a un an de cela, que les deux peuples ont souffert, continuent de souffrir. Alors que les élites, la prise de pouvoir du général Tiani. Oui, bien sûr. Bien sûr, les élites continuent de vivre normalement. C'est vrai, des fois, on les voit exprimer des peines, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, il y a tout sur la table. Ce n'est pas le cas des citoyens. Et je pense qu'on ne va pas laisser un pays nous diviser pour que nos peuples en souffrent. Donc, l'initiative qui a été prise, je ne sais pas si la mission des deux chefs d'État, des anciens chefs d'État, a été mandatée par le président Talon, mais je crois quand même qu'il avait accepté. Il avait accepté. Il les a pas forcément mandatés. C'est les deux qui avaient pris l'initiative. C'est ça. Les deux avaient pris l'initiative. Les deux avaient pris l'initiative. Et le chef de l'État n'a même pas bougé. Et je dis oui, c'est eux qui ont pris l'initiative. Non, ce n'est pas une mission. Il faut bien se documenter. Il faut bien se documenter. De toutes les façons, aujourd'hui, leur mission est en train de porter des fruits, et je pense qu'il faut aller dans cette dynamique pour qu'on puisse retrouver la paix entre les deux pays. Merci beaucoup. On s'achemine peu à peu vers la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin, et vivement que cela se concrétise, en tout cas souligne mes invités sur ce plateau. Et justement, puisque nous parlons du Niger, le pays va marquer ce 26 juillet ses 12 premiers mois de la transition. C'est demain, le 26 juillet, un an après le coup d'État au Niger. Où allons-nous, ou sinon, où va le pays membre de l'AES? Docteur, Vivien Tomi. Bon, je pense que le bilan est catastrophique. Le bilan est décevant. Quel plan? Déjà, on commence par avoir des problèmes avec ses voisins.
on commence par avoir des problèmes économiques. Le problème avec le voisin béninois est en train d'être résolu. Heureusement. Vous n'avez pas de problème économique au Togo? Heureusement. Bon, là, on fait l'analyse sur le Niger, on ne parle pas du Togo. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de positif. Côté sécuritaire, le Niger s'est bien armé. Il y a eu une expertise étrangère qui a permis aussi aux armées du Niger d'être encore plus performantes sur le terrain. Mais en même temps aussi, la question des droits de l'homme, la question de la responsabilité politique et sociale, la question de la pauvreté, l'éternelle question de pauvreté, et aussi le populisme des nouveaux dirigeants. Vous savez, quand on arrête le train du développement tout simplement parce que on veut que le peuple vous adule, je crois que c'est une erreur. Je le dis, je le répète, je ne serai jamais pour les coups d'État sur le continent africain. Les coups d'État constituent un recul de la démocratie. La démocratie dit le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et bon, maintenant, si ça, on va vers un système qui consiste à normaliser les coups d'État en Afrique, je pense que c'est un danger. Le Togo a souffert du coup d'État de 1963. Nous sommes en 2024. L'ombre de Sylvanus Olympio n'est pas totalement partie. Le coup d'État de 1963 a toujours des répercussions sur la vie politique et même socio-économique du Togo jusqu'à présent. Et donc, ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que quand les juntes au pouvoir s'habillent en uniforme militaire, ils sont beaux, ils tiennent de beaux discours. Traoré Ibrahim parle pendant 1 heure de temps, il harangue les foules. Le général Tiani prend des positions catégoriques. On crée l'AES mais c'est une avancée pour l'Afrique. C'est un recul. La démocratie, c'est la pratique. Ce sont de beaux discours, d'après vous, ou une vision de gouvernance? Une vision. On peut faire valoir sa vision tout en évitant de faire un coup d'État. Quand on fait un coup d'État, en réalité, on veut balayer un système, on balaye, on donne le pouvoir aux civils. On organise vite les élections pour que les civils prennent le pouvoir. Quand tu veux devenir président de la République, tu es militaire, il faut démissionner de l'armée. On sait que tu deviens civil. C'est la loi. Il faut respecter cette loi. Quelle est la différence? Et donc, aujourd'hui, si ces militaires qui prennent de très jolis tris, je les adore pour leur habillement, ils s'habillent très bien, les trois, Ibrahim Traoré, Général Tiani, du Niger, oui, Tiani, et puis le Malien. Mais sur le terrain, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de miracle dans la lutte contre le terrorisme. Il y a eu des avancées, mais il n'y a pas eu de miracle. Ils ont prévenu tout de même que c'est une guerre qui est partie pour durer. C'est une guerre qui dure, mais en même temps aussi, ce qu'on nous avait dit, on nous avait fait croire que quand eux, ils vont s'asseoir, si on rallongeait un peu la transition, si on leur donnait du temps, si on faisait carrément l'apologie du coup d'État, eh bien écoutez, l'Afrique va se transformer. Aujourd'hui, 1 an après, le Niger n'a pas beaucoup changé. Il y a eu certes des avancées, il faut les reconnaître, mais ce n'est pas d'emblée. Et côté démocratie, respect des droits de l'homme, et pratique politique, activité politique, il y a eu beaucoup de recul et c'est dommage. Et je pense pour chuter que quand on fait un coup d'État, d'abord on ne respecte pas les principes de la démocratie, mais le nécessaire c'est de vite partir. Mais quand on a comme l'impression que dans l'AES, ils veulent tous faire 5 ans, ils veulent tous faire plusieurs années. Encore prononcé sur la question. Attends, qui se ressemblent s'ensemble et ils ont les mêmes idéaux, ils font la vision. Pourquoi ils fuient la CEDEAO? Ils quittent la CEDEAO pour ne pas être sous la pression de la CEDEAO, notamment les dispositions qui disent que le coup d'État est banni de la communauté. Donc aujourd'hui, on est dans l'AES et puis bon, on veut même qu'il y ait d'autres coups d'État dans d'autres pays pour pouvoir rejoindre l'AES. Attention, l'Afrique ne doit pas retourner dans les soleils
des coups d'État. Le Togo a fait une amère expérience de coups d'État. Ce n'est pas bon. Merci et beaucoup, vivement Pasteur, que Tiani quitte le pouvoir et qu'il organise les élections pour donner le pouvoir aux civils. Qu'est-ce que j'écoute sur ce plateau? C'est mon analyse et c'est ma conviction. Écoutez, et je défendais ça, même chez le général Tiani dans son salon. Des civils qui prétendent être des démocrates, qui sont au pouvoir, qui sont pires que les militaires. Qui font des coups d'État constitutionnels. Ça aussi, c'est à bannir. Il y en a. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que la situation aujourd'hui qu'on présente aujourd'hui, sincèrement, je crois que il faut faire une analyse profonde de la situation. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas eu d'avancée en matière de sécurité. Je l'ai reconnu. Au Burkina Faso, au Mali, vous voyez les prouesses des FAMA. Je l'ai reconnu. Vous regardez les prouesses de FAMA. Regardez les prouesses de FAMA. Ou parce que les services sociaux sont déployés un peu partout. Le Niger a fait des avancées. Énormes en un an. Mais vous parlez de difficultés économiques. Écoutez, mais c'est comme si vous ne maîtrisez pas la situation économique du Niger. Pendant un an, le Niger n'a pas eu de soutien avec les sanctions. Mais on a payé. Est-ce que les fonctionnaires ont réclamé? Vous avez écouté au Niger où le fait de payer les fonctionnaires, ça ne veut pas dire que l'économie se porte bien. Il y a des pays qui sont démocratiques dans lesquels il y a des arrêts. Vous ne pouvez pas parler du salaire qu'on paye aux gens en étant sous perfusion, en étant sous sanction. On arrive à payer, c'est des prouesses énormes. Et les populations du Niger ne se plaignent pas. Le Togo est resté sans partenaire pendant des années. Hein. Donc c'est dire aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir au Niger, qui démontrent quand même, qui continuent de démontrer une certaine souveraineté par rapport à l'Occident, notamment la France. Aujourd'hui, ces pays sont libres de choisir leurs partenaires. Partenaires dans le sens de gagnant-gagnant, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas eu des avancées, un an après, les Nigériens ont poussé un ouf de soulagement. Vous parlez des droits de l'homme. Je suis d'accord, je suis un défenseur des droits de l'homme. Mais quand vous voyez les pays où il y a des élections, dans lesquels il y a des élections, vous parlez de la CEDEAO. La CEDEAO dit quoi sur des situations précises dans son précaré, dans la communauté. Vous voyez, il y a des situations que la CEDEAO salue. Mais pourtant, ces situations font du mal à des peuples. Mais la CEDEAO salue. Est-ce que ça, c'est une organisation, ça qui est soucieuse, c'est aux citoyens de la communauté de faire les réformes. Donc la CEDEAO ne peut rien faire. Faire les réformes. La CEDEAO ne peut rien faire. On peut faire les réformes au niveau de la CEDEAO, justement. Mais je dis, les citoyens vont faire les réformes comment? Mais toi, tu es un acteur de la société civile. Tu peux faire des propositions. Oui, avec tout ce que les propositions pour faire quoi? Qui écoute? Nous, on a fait des propositions à CEDEAO depuis 2005. On a fait des propositions à CEDEAO. La CEDEAO fait quoi? De toutes les façons, le Niger a amorcé une nouvelle forme de gouvernance. Et je crois qu'il faut laisser au peuple, il faut laisser le peuple nigérien aller tout droit au but. Il faut laisser le peuple nigérien poursuivre son aventure. Et c'est à la fin. Encourager les coups d'État. Personne n'avance, personne ne le fait. Pasteur Edo, le Niger marque, en tout cas, a célébré ce 26 juillet son premier anniversaire de la transition. 12 mois après, donc l'arrivée au pouvoir du général Tiani, contrairement aux voisins de l'AES, le Mali et le Niger, qui ont entre-temps tenu un dialogue national également. Le Mali et le Burkina. Le Mali et le Burkina, pardon. Tenu leur dialogue national au Niger. Pour l'heure, rien n'est encore annoncé. Vous savez, il est trop tôt de juger les autorités nigériennes par rapport au bilan financier, politique et tout, parce que vous savez, Emmanuel Macron n'a pas facilité la gouvernance du président Tiani. La France, dans sa supercherie, dans sa grande supercherie et roublardise, a voulu mettre les épines partout pour le nouveau gouvernement conduit par Tiani. Quand nous prenons d'abord les sanctions de la CEDEAO, c'était dur. Et puis les dirigeants de la CEDEAO ont pensé qu'en 72 heures, le pouvoir du général Tiani n'existerait pas. Mais Dieu était du côté des Nigériens. Et ils ont pu franchir ce premier obstacle. Vous savez, si après 30 ans de démocratie, les pays francophones africains n'ont pas décollé, ce n'est pas en un an que le gouvernement du général Tiani va faire le miracle. Vous savez, ils ont été confrontés à d'énormes problèmes, d'énormes difficultés. Leur avoir a été gelé dans les caisses de la Banque centrale, de la BCEAO durant plus de 3-6
6 mois, je pense, aucune institution financière dans le monde ne venait à son rescousse. Mais durant ce moment, ils ont pu finir cette affaire de pipeline sur le Bénin. Ils ont pu prendre des décisions fortes pour alors réglementer un peu la situation de leurs mines avec les sociétés multinationales. Ils ont pu faire partie alors la base française, la base américaine, la base allemande viennent de partir. Ils ont pu remplacer alors ces forces-là par une coopération franche et productive avec la Russie. Et voilà. Et donc pour vous, il y a eu des avancées. Ah oui, il y a des avancées énormes parce que vous savez, comme l'a dit le général Feu Yadema, paix à son âme, il a dit c'est celui qui est à côté des toilettes qui sent l'odeur. Si les Nigériens ne s'offusquent pas, alors ça veut dire que c'est bon. Merci beaucoup. Un an après, bravo au général Tiani. Ah oui, bravo. Au peuple nigérien. Non au coup d'État. Non au coup d'État en Afrique. Regard croisé. Merci à tous. On marque la pause pour la suite de Regard croisé.